bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Effectivement, j'ai une tâche ce matin un peu complexe puisqu'il me revient de vous dire aujourd'hui comment la jeunesse française se situe par rapport aux crises. Donc je ne vais pas vous parler d'emploi nautique, de sport nautique, je vais vous parler de jeunesse. Voilà. Je suis chef d'une mission études et recherche, donc l'acronyme ça fait MER. Donc MER, on n'est pas très loin du nautisme, c'est ce qui vaut peut-être aussi que je sois là ce matin. Alors les crises, elles sont aujourd'hui multiples, nous les vivons toutes, elles sont économiques, sociales, sanitaires, démocratiques. Elles sont multiples et souvent elles se superposent. Elles se superposent et dans cette superposition de crises multiples, eh bien, la jeunesse aujourd'hui, elle a ceci de particulier qu'elle les vit avec une intensité particulière. Nous les vivons tous, ces crises, mais la jeunesse, sans doute de manière encore plus accrue. Ceci étant dit, il serait sans doute un peu rapide de considérer cette jeunesse et de ne voir cette jeunesse finalement que face aux fragilités qu'elle subit et qu'elle vit face à ces crises, parce que cette jeunesse, et ça a été dit aussi dans les propos introductifs à l'instant, ce sont aussi des jeunes qui inventent, qui s'organisent, qui découvrent, qui se mobilisent aussi de manière importante. Donc je ne veux pas ici, ce matin, dessiner un tableau noir et qui va un peu plomber la matinée ou la journée. J'aurai aussi des messages évidemment plus positifs. Ceci étant dit, avant peut-être d'illustrer avec quelques chiffres cette situation de la jeunesse française, je voudrais revenir sur deux présupposés qu'on a souvent quand on parle de jeunesse. Voilà, c'est récurrent dans les différents discours médiatiques ou autres. D'abord, ce présupposé, c'est celui de considérer que la jeunesse est un groupe homogène, que finalement ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes conditions. Donc il y aurait une jeunesse qu'on pourrait identifier comme ça, essentialisée, et qu'on pourrait effectivement ensuite décrire. En réalité, comme le reste de la société et des autres catégories d'âge, la jeunesse, elle est d'une certaine manière socialement stratifiée. Elle est décomposée, elle est multiple, elle est diverse, selon l'origine sociale, selon le genre, selon le niveau d'éducation, selon l'origine même migratoire ou les territoires dans lesquels elle se situe. Eh bien, les expériences de vie vont être évidemment totalement différentes. Et donc, vous voyez bien que d'un point de vue de l'emploi, d'un point de vue de l'insertion, des conditions de vie, tout ça va avoir un impact. Donc, premier supposé, il n'y a pas une, mais il y a des jeunesses. Et il faut bien garder à l'esprit cette diversité de la jeunesse pour pouvoir ensuite mieux la comprendre. Deuxième présupposé, je vais aller assez vite, c'est celui de considérer qu'aujourd'hui, la jeunesse vivrait une crise générationnelle inédite, qu'elle serait face à des situations vraiment très spécifiques. C'est souvent ce qu'on retrouve dans le récit médiatique, ici ou là, avec l'idée que ce que vit la jeunesse aujourd'hui est sans précédent, que personne d'autre ne l'aurait vécu, pas même la jeunesse d'avant, peut-être pas celle d'après, mais en tout cas, il y aurait une spécificité. Or, quand on regarde les résultats de la recherche, quand on regarde les descriptions des situations, on voit bien qu'en réalité, c'est moins de rupture, de situations différentes auxquelles sont confrontées la jeunesse, qu'une certaine forme de continuité par rapport aux générations précédentes. Il n'y a pas de crise générationnelle inédite aujourd'hui qui ferait que la jeunesse devrait être séparée du reste de la population. Et les inégalités aujourd'hui qu'elle subit, cette jeunesse, que je vais rapidement décrire sur certains aspects tout à l'heure, elles ne sont pas en réalité nouvelles. Les jeunes d'avant, si j'ose dire, les ont aussi vécues, mais la nouveauté aujourd'hui, c'est que ces inégalités s'accroissent et que surtout, elles se combinent et elles font qu'on a une forme de cumulation de situations difficiles et de situations auxquelles ces jeunes ont aujourd'hui à faire face. Ces deux présupposés posés, si j'ose dire, et en tout cas nuancés, je voulais d'abord commencer par ce point un peu de nuance. On peut regarder maintenant comment, très rapidement, les jeunes se
se trouve face aux crises et face à la première de ces crises, qui est celle de la crise économique. Avec, vous verrez, à chaque fois, je ponctuerai, quand je vais introduire une crise différente, quelques idées reçues sur les jeunes. Quand on parle, je vais être sur la crise économique, on parle beaucoup de, je vais parler un peu d'emploi, très rapidement. Il y a toujours cette idée reçue que finalement aujourd'hui, ce n'était pas le cas avant, mais aujourd'hui c'est difficile, les jeunes refusent de travailler, c'est des feignants, ils ne se lèvent pas le matin, c'est compliqué, ils ne comprennent pas les ordres, etc. etc. Bon, je fais vite, mais il y a quand même cette idée un peu qui plane sur la situation des jeunes. Alors, quand on regarde la crise économique, et mon propos va être extrêmement réduit, donc il va être un peu frustrant en termes d'illustration, mais le chiffre souvent qu'on mobilise pour caractériser la situation des jeunes sur le marché du travail, qui est un indicateur assez classique, c'est d'abord celui du taux de chômage, parce que c'est le taux de chômage qui va donner à voir finalement la qualité de l'insertion des jeunes. Donc, ce taux de chômage aujourd'hui, quand on le regarde, il est quand même pas si bas que cela. Il est de près de 19%, 18,8%, 19% aujourd'hui. Je rajoute qu'il a quand même, sur les 10 dernières années, diminué de façon substantielle. En 2015, il était de 26% pour la même tranche d'âge, pour les moins de 25 ans. Donc il a considérablement diminué depuis une dizaine d'années. En revanche, il reste toujours 2 fois supérieur, voire 2 fois et demi supérieur, au taux de chômage de la population plus âgée en règle générale. Voilà. Donc ça, c'est quand même une illustration concrète de la difficulté des jeunes aujourd'hui sur le marché du travail. Et vous voyez, deuxième chose que je voulais évoquer sur ce taux de chômage, c'est qu'on parle beaucoup de la place du diplôme, ça ne sert plus à rien les diplômes, c'est compliqué, etc. Or, quand on regarde les faits, et les faits ne trompent pas, aujourd'hui encore, comme hier, eh bien, le diplôme reste un protecteur face au chômage, si j'ose dire, puisque vous voyez ce petit graphique que j'ai fait très rapidement, qui donc distingue le taux de chômage selon le niveau de diplôme, vous voyez, montre bien comment l'augmentation du niveau de diplôme a une influence réelle sur le taux de chômage global des jeunes. Bien sûr, encore une fois, on est sur des globalités. Première caractéristique donc, des jeunes face à la crise, donc la crise économique, elle a aussi frappé les jeunes très fort avec cette situation. Alors ce que ne dit pas cet indicateur, c'est que, en réalité, en plus d'avoir vu une situation sur le marché du travail se complexifier avec ce taux de chômage élevé, ce qui caractérise aussi aujourd'hui et ce que sont les effets de la crise sur la situation des jeunes, c'est que le marché du travail, ces dernières années, il s'est surtout précarisé par les jeunes. La situation de précarité qu'ont eu à vivre les jeunes sur le marché du travail s'est amplifiée. À titre d'exemple, si vous regardez les jeunes de moins de 25 ans, les situations des jeunes de moins de 25 ans dans les années 80, le taux d'emploi précaire chez les jeunes de moins de 25 ans dans les années 80, donc à la sortie de l'école, ou pas très loin de la sortie de l'école, c'était entre 17 et 18% à peu près. Aujourd'hui, le taux d'emploi précaire des jeunes, c'est plus de 50%. 50% de l'emploi des jeunes aujourd'hui est un emploi précaire. Quand je dis emploi précaire, c'est contrat à durée déterminée, intérim, stage, contrat aidé. Il y en a moins en moins, mais il y en a encore un peu. Voilà. Donc cette situation, donc ce que ne dit pas ce chiffre, c'est ce phénomène de précarisation qui caractérise la situation aujourd'hui des jeunes qu'il faut prendre en compte, et ça aura une incidence dans ce que je vais dire tout à l'heure. Donc gardez bien à l'esprit cette dégradation, d'une certaine manière, de la qualité de la situation d'emploi des jeunes. Deuxième chose que ne dit pas cet indicateur, toujours dans cette situation de plus forte précarisation des jeunes, c'est que quand on regarde les parcours d'insertion des jeunes, ils sortent de l'école, puis on les observe, on regarde un peu ce qu'ils font dans la vie, sur le marché du travail, eh bien on se rend compte que, là aussi, quand on compare différentes générations sorties de l'école, dans les années 90, au début des années 2000, au milieu des années 2010, eh bien, la part dans ces parcours d'insertion, la part de l'emploi durable et l'accès à l'emploi durable, elle a également largement diminué.
Elle a perdu en 10 ans, enfin en 15 ans, elle a perdu plus de 10 points. On était dans les années 80, dans les générations qui sortaient de l'école dans les années 90, à environ 70%. Au milieu des années 2000, à environ 60%. Et on attend les dernières enquêtes qui vont sortir cette année. Et on s'attend à ce que là aussi, les parcours d'insertion, à nouveau, diminuent. Alors on pourrait se dire que cette situation d'emploi courte durée, d'emploi des fois quelquefois à temps partiel, certains nuancent un peu cette situation et se disent que finalement cette situation, elle est un peu normale. On est en début de carrière, on débute, c'est normal, on a tous vécu ça, c'est compliqué, et avec le temps finalement tout ça va se tasser. On a une période difficile en début de vie active, mais après ça va se tasser. Eh bien, quand on regarde les résultats statistiques des différentes enquêtes, ce premier constat qui viendrait un peu modérer la situation un peu compliquée de la jeunesse, en fait, il est totalement, comment dirais-je, nuancé, contredit, dans la mesure où aujourd'hui on se rend compte qu'il y a ce que les économistes appellent l'effet cicatrice, c'est-à-dire on a aujourd'hui la situation qu'on vit, avec le temps, elle ne va pas s'effacer. Elle va laisser une cicatrice dans la trajectoire et les situations de précarité, d'emploi peu durable, souvent à temps partiel, eh bien, vont laisser des traces dans la carrière des jeunes et le retard qu'on aura pris, en tout cas les conditions plus dégradées qu'on aura vécues en début de carrière, eh bien, on aura du mal à les rattraper par la suite. Donc il y a un effet cicatrice aujourd'hui qui est important et démontré par les enquêtes statistiques qu'il faut prendre en compte. Deuxièmement, on entend aussi quelquefois, dans les récits médiatiques ou autres, que finalement, cette situation d'emploi peu durable, de choix de CDD, viendrait aussi quelquefois d'une forme de choix de la jeunesse. On a envie de prendre son temps, on ne sait pas trop, on n'a pas envie de s'engager, donc on veut se laisser le temps de voir les choses venir. Ce qui finalement, quand on dit ça, viendrait à redire que le rapport au travail des jeunes aurait, sur la période, un peu changé. Les jeunes auraient un rapport différent à la notion de travail elle-même. En réalité, quand on regarde les enquêtes, elles ne confirment pas du tout cela. Elles ne confirment pas du tout cela, et quand on interroge les gens sur leur rapport au travail, qu'est-ce qui compte pour vous dans l'emploi, etc., on se rend compte que les réponses que les jeunes font à ces questions sont assez semblables, finalement, des plus âgés, des plus anciens. Quand on regarde les critères qu'ils recherchent, comme les plus anciens, c'est les critères de choix. Ça va être la rémunération, ça va être la conciliation vie professionnelle, vie familiale, ça va être l'intérêt du contenu du travail lui-même, qui sont exactement les mêmes critères que les plus âgés évoquent quand on les interroge sur leur rapport au travail et ce qu'ils recherchent dans le travail. Alors, il y a effectivement aussi une forme de quête de sens qui est aussi plus citée chez les jeunes que chez les plus âgés, mais ce n'est pas le critère majoritaire en réalité. Aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes en France, ça arrive en 5e ou 6e critère par rapport à ce qu'on attend de l'emploi qu'on va occuper. Voilà très vite sur la question du critère de la crise économique. Cette crise économique, elle nourrit une autre crise qui est tout aussi brutale, c'est la crise sociale. La crise sociale où là encore on entend plein de choses sur les jeunes. Ils veulent rester à la maison, on n'arrive pas à les faire partir, ils vivent sur le dos de leurs parents, ils sont vraiment... c'est la catastrophe. La jeunesse aujourd'hui en France, ça serait la catastrophe. Mais c'est vrai que la crise sociale que l'on vit toutes et tous, celle qui fait que l'exclusion, les inégalités d'accès au logement s'accroissent de manière importante, celle aussi où les conditions de vie pour toutes et tous se dégradent, et en premier lieu chez les jeunes, je vais y revenir tout à l'heure. Eh bien, cette crise sociale, si elle était si importante, si elle faisait en sorte que les jeunes veuillent vraiment
pour diverses raisons, rester trop longtemps chez leurs parents, je le dis comme ça avec plein de guillemets. Si c'était le cas, on n'aurait pas, et ça pourrait se comprendre, et ça peut pour partie se comprendre quand on voit la crise du logement aujourd'hui à laquelle nous sommes toutes et tous confrontés de manière globale, mais à laquelle les jeunes sont également confrontés. Et quand ils arrivent à accéder à des logements, souvent, pas toujours, mais souvent, ce sont des logements de plus petite taille qu'en moyenne, des logements en général moins, enfin c'est ce que disent les enquêtes de logement de l'INSEE, des logements moins isolés, etc. Donc des conditions de vie qui sont quand même en moyenne plus dégradées de ce point de vue-là. Mais si c'était le cas, eh bien, on n'aurait pas en France un taux de départ, de décohabitation, comme on dit, des familles aussi bas finalement. Voilà. Là aussi, pour déconstruire une idée reçue sur la jeunesse, les jeunes ne restent pas éternellement chez leurs parents. Il y a sans doute beaucoup de parents ici, puisque en moyenne, en France aujourd'hui, à 23,7 ans, eh bien, on quitte le foyer, on décohabite, on quitte le foyer parental. Je rappelle que l'âge moyen de sortie de l'école en France, c'est 22 ans, à peu près 22,2 ans. Vous voyez, ce point est en rapport la décohabitation avec l'âge moyen de sortie de l'école. Et c'est un taux qui, vous voyez, est bien inférieur au taux européen. Souvent, on dit que les jeunes Français et les jeunes Françaises restent très longtemps chez leurs parents. Ce n'est pas vrai. Bon, je pourrais nuancer encore les choses, mais voilà. Donc, on reste moins longtemps, on décohabite assez vite finalement, et on est confronté aussi, d'autant plus vite, à la question du logement et à la crise du logement et aux difficultés de logement par ailleurs. Donc, crise sociale, on vit sur le dos de ses parents. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça c'est un phénomène un peu récent, mais qu'il faut marquer. Cette crise sociale, elle s'accompagne d'une précarité financière de toutes et tous. Et le phénomène peut-être un peu nouveau, c'est que cette précarité financière, elle touche de plus en plus les jeunes. Et quand on regarde cela de manière plus précise, notamment quand on regarde la question de la pauvreté en France, eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, en France, plus de 4 millions de jeunes de moins de 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Juste pour avoir une référence, parce que 4,3 millions, ça vous dit peut-être rien comme ça, le nombre de personnes en France aujourd'hui vivant sous le seuil de pauvreté, en 2023, c'est 9,8 millions de personnes. Vous voyez, on a presque la moitié, ce sont des jeunes de moins de 30 ans aujourd'hui. C'est le phénomène récent aujourd'hui sur la précarité financière. Dans les années 70-80, c'était plutôt les plus, ou les 60-70, enfin, c'était plutôt les plus âgés qui étaient des pauvres, pour le dire vite. Aujourd'hui, les pauvres, ce sont les jeunes. Donc ça, il faut aussi garder ça à l'esprit pour plein de raisons. C'est aussi la conséquence de la précarisation du marché du travail que j'évoquais tout à l'heure. Des emplois plus courts, en CDD, avec des salaires moins importants, en moyenne, des aides qui sont moins ciblées sur les jeunes, etc. etc. Donc un contexte de ressources qui est compliqué et qui arrive à ce chiffre assez important, ce qui fait qu'aujourd'hui, le taux de pauvreté en France des 18-30 ans, il est de l'ordre de 17,5%. C'est bien plus que la moyenne nationale qui est aux alentours de 15%. Donc on est vraiment... là, il y a quelque chose à prendre en compte sur la question des ressources financières des jeunes pour la suite. Donc crise économique, crise sociale que je viens d'évoquer, crise économique, crise sociale, ces deux crises ne sont pas évidemment sans effet politique. Ces deux crises, et bien d'autres encore, elles alimentent d'une certaine manière le sentiment qu'il peut y avoir d'être mal pris en compte, d'être mal considéré, et qui se traduit donc sur une forme de défiance face aux institutions, de décrochage électoral aussi, d'une certaine manière. En deux mots, tout ça conduit aussi un peu à une crise démocratique. Voilà, tout ça est un peu lié. Cette crise démocratique avec cette idée aussi qu'aujourd'hui, la jeunesse serait une jeunesse totalement apolitique, totalement désengagée, sans souci du collectif, très individualiste, ne pensant qu'à elle-même. Et ça, c'est une idée reçue tenace, hein, voilà. Tenace, malheureusement. Mais qui, quand on regarde un petit peu les enquêtes, que l'on mène à l'INGEP ou ailleurs, peut très vite être nuancée. Alors cette crise démocratique, elle est
que l'on vit aussi aujourd'hui, elle est souvent regardée et illustrée du côté du vote, de la participation électorale. C'est ça qu'on va regarder d'abord, hein, quand on parle de crise démocratique. Et c'est vrai que là, pour ce qui est de la participation électorale, quand on regarde l'abstention des jeunes, on le sait tous, hein, cette abstention est très forte. Plus d'un quart d'entre eux se sont abstenus en 2022 et à l'élection présidentielle et aux législatives qui ont suivi. Donc c'est un taux extrêmement élevé comparativement à d'autres tranches d'âge. Ce qui les caractérise en plus par rapport au vote, c'est d'une part leur niveau d'abstention, mais c'est aussi le fait que cette jeunesse aujourd'hui, elle a aussi une pratique un peu, si j'ose dire, de ce qu'on appelle un vote intermittent, c'est-à-dire qu'on va voter sur la séquence présidentielle et législative, par exemple, on va voter au premier tour d'une élection et pas au second. On va voter pas au premier de l'autre élection, mais au second tour. Enfin, voilà. Donc c'est un peu, alors que traditionnellement, et c'est vrai pour les personnes plus âgées, pour l'électorat plus âgé, il y a une forme de vote permanent, constant, aux 2 tours de chaque élection. Voilà. Ce qu'il n'y a pas chez les jeunes, pour diverses raisons. Voilà. Mais ça, c'est ce qui les caractérise un petit peu. Mais dire qu'ils s'abstiennent aux élections ou qu'ils votent par intermittence, ça ne peut pas suffire à illustrer la manière dont on peut dire qu'ils sont apolitiques ou désengagés. Parce que si l'on observe effectivement un affaiblissement de certaines formes très classiques d'adhésion, les jeunes adhèrent moins à des formations politiques, adhèrent moins aux syndicats, ça ne va pas signifier en réalité une forme de repli sur eux-mêmes. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en réalité, il y a d'autres formes de participation non institutionnelles dans lesquelles, effectivement, la jeunesse aujourd'hui s'engage. Et elle s'engage peut-être même plus que les générations précédentes. Ces formes non institutionnelles, ce sont les mobilisations diverses qu'on a pu connaître, hein, pour le climat ou pour des causes diverses. Ça peut être la grève, ça peut être des campagnes sur le numérique, des campagnes en ligne très fortes. On l'a vu à différentes reprises. Ça peut être bien sûr le bénévolat, notamment le bénévolat associatif. Et là aussi, peut-être qu'on ne le sait pas aujourd'hui, mais plus de 30% des jeunes, en fait c'est un peu plus que 30%, mais j'ai arrondi, 30% des jeunes de 16 à 30 ans donnent aujourd'hui du temps de manière régulière. Quand on dit de manière régulière, ça veut dire que c'est au moins une fois par mois, hein, donc de manière très régulière, et bien 30% de la jeunesse donne du temps dans une activité bénévole. C'est plus, les tendances actuelles, c'est en train de surpasser le bénévolat chez les plus âgés. Historiquement, le bénévolat, jusqu'à aujourd'hui, c'était beaucoup les personnes plus âgées qui avaient du temps, etc. La tendance est en train de se renverser et progressivement, le bénévolat aujourd'hui jeune est en train de prendre le pas sur le bénévolat des catégories plus âgées. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc dire que la jeunesse est désengagée, apolitique au sens où elle est totalement désintéressée, inintéressée par la chose publique, les statistiques diverses aujourd'hui et les études qualitatives que l'on peut mener à l'INJEP, par exemple, démontrent totalement le contraire. Alors, bien sûr, j'ai pas le temps, on est pressé, j'ai pas le temps de venir dans les détails. Cet engagement, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas une, mais des jeunesses. Donc, bien sûr, cet engagement, comme les situations que j'ai évoquées précédemment, elles sont un peu différentes si on est plus diplômé ou moins diplômé, si on habite plutôt en ville qu'à la campagne, si on est plutôt un garçon qu'une fille, etc. Donc, ces choses sont un peu à nuancer, mais en moyenne, c'est quand même une tendance assez lourde là-dessus, avec un engagement, par exemple, extrêmement fort dans le champ du sport. C'est le premier champ dans lequel la jeunesse s'engage, avec derrière des secteurs autour de l'éducation ou de la solidarité, autour de l'environnement, évidemment. Je n'ai pas encore parlé d'environnement, mais c'est aussi un domaine dans lequel le bénévolat se développe beaucoup et dans lequel les jeunes s'engagent aussi beaucoup. Alors, pas toute la jeunesse, encore. Ça fut un temps d'abord une jeunesse plus qualifiée, plus urbaine, voilà, en moyenne. Mais les choses sont en train de se transformer et d'infuser un peu différemment. Donc cet engagement, aujourd'hui, il est bien plus fort qu'on ne le pense. Alors, il a effectivement changé. La jeunesse est engagée, mais elle est engagée différemment.
elle est moins engagée sur la durée. Il y a un sociologue dans les années 70 qui a appelé ça l'engagement post-it. Aujourd'hui, la jeunesse a de l'engagement post-it. C'est-à-dire que les modalités d'engagement, il faut comprendre ça, elles ont changé. L'engagement aujourd'hui de la jeunesse, il est plus court dans la durée. Cet engagement, il attend aussi qu'il soit assorti d'un résultat. Donc il y a une forme d'efficacité dans l'engagement qui est recherché. Et par ailleurs, ciblé sur des causes particulières. Donc le temps, effectivement, des grandes causes sociétales, pour le dire vite, des grandes causes sociétales sur le temps long, avec quelquefois peut-être des résultats qui pouvaient tarder à venir aux yeux de certains. Ça, là-dessus, il y a un désamour, d'une certaine manière, de la jeunesse pour ça. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'elle n'est pas sur le front et qu'elle ne se mobilise pas. Et d'ailleurs, quand on les interroge sur leur engagement et sur les secteurs dans lesquels elles veulent s'engager, eh bien, on retrouve aussi des secteurs. Le sport reste encore le secteur dans lequel la jeunesse a encore plus envie de s'engager. Quand on interroge celle qui est déjà engagée, on leur dit « et si vous aviez plus de temps, qu'est-ce que vous feriez ?» Eh bien, le sport reste encore le premier domaine de recherche d'investissement, mais on a aussi d'autres domaines d'investissement qui sont, je trouve, assez intéressants aussi dans l'évolution sociétale de la jeunesse. On voit des thèmes apparaître comme des questions des solidarités, de la lutte contre les discriminations, qui revient très fortement. Alors c'est le contexte international aussi sans doute qui joue là-dessus, mais de domaines de lutte pour la paix dans le monde. Donc ce sont des thématiques extrêmement fortes et qu'il ne faudrait pas trop vite oublier. Voilà. Donc ces crises économiques, je vais très très vite, je m'en vais excuser, mais c'est l'exercice qui veut ça. Ces crises économiques, ces crises sociales, ces crises démocratiques, elles dressent un tableau qui peut être un petit peu pas très joyeux. Quand on parle de précarité, etc., c'est jamais très, très joyeux. Mais surtout, ce que j'aimerais que vous puissiez retenir aussi de ça, au-delà des chiffres que j'évoquais, c'est la dimension cumulative. C'est ça qui est un peu nouveau, c'est que ces situations difficiles, précaires, elles se cumulent. Précarité dans l'emploi, précarité dans le logement, précarité même affective d'une certaine manière, avec des difficultés qu'il peut y avoir dans des relations de couple, etc. Enfin bon, ces précarités, elles viennent se cumuler et elles rendent effectivement les situations, elles peuvent rendre les situations un peu compliquées. Ceci étant dit, comprendre cette jeunesse face aux crises, ce que j'ai essayé de vous démontrer avec quelques exemples ce matin, ce n'est évidemment pas, et ce n'est pas le message que je voudrais délivrer, s'apitoyer sur cette situation et sur ces difficultés. Au contraire, la jeunesse, elle montre chaque jour la manière dont elle résiste, elle déploie une forme d'énergie de résistance face à cela et de création. Et pour terminer, puisque ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure finalement, le message que je voudrais dire, que je voudrais délivrer, c'est que si on veut que ça bouge un peu, eh bien, si on veut que ça évolue aussi, il faut aussi savoir entendre la jeunesse, savoir l'écouter, savoir l'entendre. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand on l'interroge, eh bien, à peine un jeune sur deux considère, que ce soit à l'école, dans l'emploi, à l'université, dans la société de manière générale, à peine un jeune sur deux considère que son avis compte, que ce qu'il dit, en tout cas les messages que les jeunes portent, sont pris en compte. Voilà, donc une situation, je pense, compliquée de la part du cumul de ces précarités, mais si on sait écouter la jeunesse, si on sait l'associer aux politiques publiques, si on sait l'associer dans le choix de l'entreprise, dans le milieu scolaire dans lequel ils et elles sont, c'est la fin. Ah, je ne peux pas le micro. Eh bien, je pense qu'on doit pouvoir arriver à tout cela. Et je vous incite à aller consulter, si vous le souhaitez, ce petit fascicule que l'INJEP a... Je fais un petit placement de produit. Ce petit fascicule que l'INJEP a produit et qui recueille effectivement un ensemble de chiffres clés sur plein de secteurs, sur des secteurs que je n'ai pas évoqués ce matin, les questions de sécurité, de handicap, de santé mentale, enfin bon, plein de choses que vous trouverez là-dessus. Et puis sur le site de l'Internet de l'INJEP, plein d'autres publications autour du vote,
autour de l'engagement dans l'environnement, autour des pratiques culturelles, enfin bon, une multiplicité de formats courts qui vous permettront, je pense, d'aborder cette question de manière assez rapide et diverse. Vous voyez sur la question du rapport au travail, et puis sur la question de la précarité étudiante, je ne l'ai pas mis là. Enfin voilà, plein de publications sur le site de l'INJEP que je vous invite à aller regarder dès que vous avez un moment. J'en ai ramené quelques exemplaires papier qui sont quelque part dans la salle tout à l'heure, en consultation si vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup de votre attention.